on sait jamais. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Avec des facettes, ça va vite une saison. On parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Que ça parle, que ça parle. Ça Bonsoir et bienvenue dans ce podcast qui s'adresse aux amoureux du ballon rond, aux amoureux de la transversale au ras du sol, aux amoureux du petit pont dans le rang central, aux amoureux du football. Non, mess. Je suis avec mon acolyte, je te laisse te présenter. Bon, moi, c'est Nicolas de tête. Bienvenue à tous les passionnés de football, à tous les amoureux du ballon rond, des contrôles qui collent. Donc, on a voulu créer un concept original qui se concentre sur le jeu, sur le plaisir, sur la passion, sur le côté tactique, technique des choses, sur les entraîneurs, les jeunes espoirs et puis évidemment les informations mainstream, mais sans s'éparpiller et sans parler des à côté que les grands médias peuvent souvent rabâcher. Un peu trop. Mais du coup, voilà, tu as tout dit et puis on va lancer ça. On va lancer ça avec Yes, on va commencer par la Ligue 1, mon ami, notre chère Ligue 1. Bonne vieille Ligue 1. La bonne vieille Ligue 1 avec la course à la deuxième place pour commencer avec Marseille qui a frappé fort ce week-end. Tout à fait. L'Olympique de Marseille qui fait un très bon résultat au Vélodrome. On sait que c'est compliqué cette saison au Vélodrome de gagner pour l'Olympique de Marseille. Donc face à un concurrent direct, faire chuter Nice du podium, c'est une très bonne opération. Donc je pense que c'est de bonnes augures pour Marseille, même si je pense que ça va être compliqué puisque les fins de saison sont souvent compliquées à l'Olympique de Marseille, mais ils ont de quoi finir sur le podium. De quoi finir sur le podium. Alors moi, ce que j'allais te demander pour lancer l'émission, c'était qui est-ce que tu allais voir en fait à cette deuxième place? Est-ce que tu vois Marseille garder la deuxième place ou est-ce que tu vois notre équipe entre Nice et Rennes pour le coup? Voilà, justement, pour le coup, Marseille a un bon effectif. Ça tourne bien. Mais je pense que je vois bien Rennes, puisque Rennes, franchement, c'est la meilleure attaque de Ligue 1 devant le PSG. On l'a vu ce week-end avec 6 buts passés du côté de Metz. C'est une équipe le collectif de Bruno Genesio est bien huilé. Franchement, je trouve qu'il y a du jeu, c'est solide, ça marque beaucoup de buts. Du coup, ça n'en prend pas énormément, franchement. Je crois que 2 buts plus d'encaissés que Marseille. Alors que Marseille a longtemps été meilleure défense du championnat. Donc, tu vois, et qui sont toujours, parmi les meilleurs, tu vois. Mais Rennes, c'est solide, les attaquants marquent beaucoup, ça tourne bien. Et puis, je trouve que ça tourne bien en ce moment, surtout, tu vois, parce que c'est Guirassy, par exemple, il est à 8 buts là, et 7 buts depuis 2022. Depuis janvier, il a 7 buts. Tu vois, là, il a encore marqué un doublé ce week-end. Il avait mis un doublé quelques semaines plus tôt. Gaëtan Laborde, qui est qui est toujours constant. Voilà, plus de 10 buts dans le championnat, là, je crois qu'il est top 5. Et Martin Terrier qui est meilleur buteur du championnat si on retire les pénaltys. Exactement. À noter. Le bon vieux Martin Terrier. Le bon vieux Martin Terrier sous les ordres du bon vieux Bruno. Mais à Rennes, ils ont, tu vois ce type de joueur-là, ils ont ce gars-là. Tu vois, Martin Terrier, Adrien Hunou, il y a quelques saisons. Tu vois, c'est des gars, ils marquent. voilà. Ils sont là, ils marquent. Voilà. Tout le temps. Hunou qui était out of the bench. Tu vois, et là, comme tu parles du roadster, il y a des Baptiste Santamaria qui sont très intéressants. Tu as des Flavien Tay. C'est intéressant, hein, ça. Ça tourne bien. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec Bourigeau Genesio. Ah oui, ça. Quand il le fait jouer plus haut. Ouais. Enfin, c'est un peu avec les blessures de Doku et tout. Exactement. Et il trouve le Bourigeau plus haut. Et il est efficace dans le dernier tiers, en fait. Et il a un bon pied. Bon, on savait ça. Mais qu'il marque, qu'il fasse marquer fréquemment. Il est ultra décisif. Il y a un petit joueur dont tu me parlais aussi, Majer. Lovro Majer au milieu de terrain. Mais c'est justement, du fait, il a plus de mal, Lovro Majer, quand c'était le 4-4-2 à plat. Ouais. Et là, 3 au milieu, ça facilite un peu la tâche. Bien, franchement. Et du coup, toi, tu dis Rennes pour ces raisons-là, mais Marseille, pourquoi tu ne les vois pas garder leur place? Marseille, notamment parce que, je pense que Sampaoli,
C'est à cause de Sampaoli. Dans un premier temps. Tu vois, parce que en fait, explique-moi. Voilà, parce que je pense que ça manque d'équilibre, tu vois, ça manque d'équilibre, ça bouge beaucoup, c'est un entraîneur qui est beaucoup dans la théorie, tu vois, c'est beaucoup théorique et puis ça essaye de mettre en pratique la théorie par rapport à un adversaire, mais en une semaine, voilà, enfin, surtout que tu as des déplacements, tu joues tous les 3 jours, c'est pas des trucs que tu peux mettre en place, tu vois. Sur une longue durée, ça bouge beaucoup, les joueurs sont en manque de repères selon moi. Je pense que quand il y a une équipe a une occasion contre Marseille, même si elle peut ne pas en avoir beaucoup, c'est chaud, tu vois, et ça prend beaucoup de buts dans le dernier quart d'heure. Moi, j'aime bien Sampaoli parce que il a des idées. Et le coup de mettre Rongier dans un faux poste et de libérer Guendouzi, envoie Guendouzi, mais il a un impact sur le jeu incroyable. Ouais, il gambade. Il gambade, il peut emmener le ballon de sa défense, l'emmener devant, il peut apporter sur les deuxièmes ballons, enfin il est partout. Ouais, franchement, il est partout. Il fallait trouver. Ouais, il a un bon abattage. Du coup, j'aime beaucoup Sampaoli pour ça et aussi parce qu'il a réussi à gérer entre le truc Milik, il ne le fait pas jouer, là il le met, il marque, des buts importants, etc. Il gagne des points. Moi j'aime beaucoup Sampaoli en fait. Ben, tu vois ça, le cas Milik, moi ça me fait penser un peu à la gestion Mourinho avec Benzema quand il disait qu'il va à la chasse avec un chat, El Gato, et ça a piqué Benzema, tu vois. Et là c'est un peu le cas avec Milik, mais moi bon là c'est bon, là peut-être il a fait ça un peu trop longtemps, ça a un peu trop mariné. Le gars il a eu le temps de faire une déclaration, 2 déclarations et il plante. À mon goût ça a été un petit peu trop sur Milik, tu vois, parce que c'est quand même Milik. C'est un attaquant. Et quand il est là, on voit la différence. Ouais. La différence avec Payet en faux neuf, quoi. Il y a beaucoup moins d'occasions. Voilà, quand tu Payet vois. est là, c'est beaucoup plus difficile d'être. Ça intimide les défenses, tu vois. C'est un big man, ça a une patte et puis c'est un fin renard. Moi, je pense que ça a un impact, tu vois. Donc, bon, ça a peut-être servi, comme tu dis, mais peut-être que ça a desservi dans certains cas. Après, là, Sampaoli, c'est bien. Le jeu, il est beau, tu vois. C'est mieux par rapport aux saisons précédentes. Il y a un effectif, Longo, il a fait un beau travail. Mais voilà, moi, je trouve, voilà, j'aime bien aussi voir le gardien avancer un petit peu par Lopez. Ça rapporte un peu plus de jeu, les sorties de balles au pied propres, mais je trouve que ça manque de solidité défensive. Et d'équilibre. J'aime bien la défense pure. Mais Rongier, Guendouzi, comme tu dis, c'est pas mal. Et je pense que si Liro aurait réussi à s'adapter, s'il avait réussi à s'adapter à ce poste-là, enfin à ce système de jeu de Sampaoli, pardon, ça aurait pété sec. Mais Rongier, c'est très bien. C'est juste que bon, voilà, c'est pas son poste, mais il le fait super bien. Il le fait bien. Ouais, il monte très bien. Il compense comme Guendouzi, il déserte. Donc, non, c'est très bien. Mais franchement, on n'a pas beaucoup parlé de Nice aussi. Mais moi, je pense que Nice, ça va finir derrière Rennes et Marseille. Parce que le groupe est jeune quand même. Amine Gouiri, 21 ans, Thuram, 20 ans, t'as Kluivert, 20 ans, voilà, Kasper Dolberg, il a 23 ans, Todibo, 22, tu vois, enfin, c'est des gars super jeunes, tu vois, Stein, Guessant, c'est des jeunes, ils ont moins de 22 ans. Je mets Nice aussi derrière Rennes et Marseille. Ouais. Mais pas par rapport à la jeunesse, mais plus par rapport au fait que je trouve qu'ils ont du mal à être vraiment très percutants devant. Et pourtant, ils ont beaucoup de joueurs de qualité devant. C'est vrai. Mais je trouve que quand tu regardes Nice, il y a beaucoup de périodes où ils sont dans des temps forts, mais il n'y a pas énormément d'occasions qui en découlent. Je me dis, Nice, pour passer deuxième, là, ils viennent de perdre contre Marseille. Le calendrier de tout le monde est compliqué. Les 10 premiers se rencontrent partout. Ah oui, le calendrier. Et du coup, on va avoir des belles émissions d'ailleurs. Des émissions pimentées. Mais voilà, du coup, je mettrais Nice derrière les deux aussi. Mais plus pour ces raisons-là, parce que je trouve que pour pouvoir passer le cap là et finir deuxième, il va falloir battre des équipes qui sont en forme en ce moment, qui ont des choses à jouer. Et pour moi, Nice, ils vont se faire accrocher. L'animation offensive qu'ils avaient proposée en Coupe de France contre Marseille, par exemple, tu vois, où c'était un festival de buts, où c'était tout le temps dangereux. C'est dommage que ça ne soit pas régulier. Et en Ligue 1, là, on ne la voit pas ces temps-ci. Ce dimanche-là, c'est clairement Galtier qui chie un peu sur la feuille de match en refusant de mettre Kluivert. Ouais, moi, j'aurais fait jouer Kluivert, totalement. Et puis même Thuram, tu vois, peut-être, voilà, c'était... il s'est fait un peu bouffer par le milieu. Il est bien, tu vois, mais
Ça a été compliqué contre le milieu de Marseille. Là, Thuram, il l'a décalé quasiment sur la gauche, ouais. Sur la gauche, alors qu'il peut aller avec Kluivert directement. Et quand Kluivert il est rentré, il a dynamité le jeu, pardon. Mais il s'est dit c'est un gros match, on va essayer de sécuriser ces vélodromes. C'est vrai, 60 000 personnes, c'est un mec de Marseille, le vélodrome est en feu, tu vois. Donc il a eu peur, je pense. Ouais, il a eu peur. La première mi-temps, Marseille a totalement roulé. Et puis en deuxième mi-temps, quand ils ont su gérer. Ils ont bien géré, Marseille. Ouais, franchement, tu vois, étonnamment, mais ils ont quand même pris un but quand même. T'as vu, sans conséquence. Mais sans conséquence, mais voilà, tu vois, c'est ce petit côté frileux dont je parle. Quand une équipe, tu gères 2-0, finis ton match à clean sheet, frère. On sent le supporter, là. Et du coup, la deuxième partie du championnat, c'est la course à la 5e place. Avec la question, qui va faire tomber Strasbourg? Ou est-ce que Strasbourg va tenir sa 5e place? Honnêtement, en dépit du fait que Strasbourg soit la 3e, enfin en dépit du fait, le Strasbourg est quand même 3e meilleure attaque de Ligue 1 derrière Rennes et Paris, mais je pense que ça ne va pas tenir, puisque paradoxalement là, je trouve que les attaquants ne marquent pas beaucoup, même si Gamero est en feu en janvier, il a marqué à tous les matchs, il a marqué le 13 février aussi, mais à Jorg c'est 9 buts, et c'est 8 buts en 2021, il a marqué un but depuis 2022. Ils ont Diallo qui était à la CAN. À la CAN, il est revenu, ça jouait pas tellement de base, mais Strasbourg marque beaucoup de buts au début de championnat, tu vois, c'est ça aussi. Et je vois bien Monaco revenir. Monaco, franchement, ça gagne des gros là, tu vois, ça gagne Marseille, ça gagne Paris, ça monte les Coronets, même si je les trouve un peu frileux défensivement. Donc après, moi je suis pas fan du coach Clément. Je trouve qu'il a rien apporté de plus. Tu vois, de ce que Kovac faisait. Donc, du coup, on ne voit pas vraiment une autre idée, etc. Mais il y a des joueurs. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça... Oui, le groupe, ça reste Monaco. Et je pense que c'est maintenant dis que Lille aussi pourrait prendre cette place-là. Puisque Lille, ils sont plus ou moins corrects. Et ils jouent mieux. Ils ont eu un bon match contre Chelsea qui leur ont donné un peu de force. Donc, moi, je pense que ça peut jouer entre Lille, Monaco et Strasbourg, puisqu'ils sont à la place, même si je ne les vois pas la garder. Ouais, Lille, je les vois dépasser Strasbourg, mais bon, la blessure de Renato Sanchez, même si là, ils ont l'élimination en Coupe d'Europe qui vont leur permettre de se concentrer sur le championnat, mais Boulgaki, c'est pas tellement dedans. En vrai, David, c'est un très très bon joueur, mais ça, c'est pas un gros scoreur, tu vois. Et puis Lille, quand même, ça va toucher, mon gars. Strasbourg, Monaco, Nice et Rennes, tu vois, il y a un calendrier qui est chaud. Ah oui, mais après, le calendrier de tout le monde. Ouais, tu vois, donc... quelque part. Moi, je vois ces équipes-là, en tout cas, Lille, en titiller la 5e place, et je trouve que Lyon, en fait, en vérité, est un peu loin. Lyon est un peu loin. Mais en vrai, 41 points, ils sont à 7 points de Strasbourg, tu vois. Ça peut faire, mais il y a des équipes devant aussi. Ouais, il y a des équipes devant. Il y a Lens, on n'a pas parlé de Lens, mais tu vois, il y a Lens, il y a des équipes qui sont solides en Ligue 1, qui sont devant. Et du coup, moi, je trouve que Lyon est un peu loin. Pour finir, en tout cas, à la 5e place devant Strasbourg. Ouais, Lyon et un peu Strasbourg, loin, pour le coup, même si offensivement, en ce moment, il y a un coup de mou, mais ils réussissent à ne pas perdre. C'est vrai. C'est 4 nuls sur les 5 derniers matchs. Exactement. Quand ils vont pouvoir récupérer Thomasson, qui est le joueur vraiment qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Ouais. Parce que Bellegarde et Sissoko, c'est vraiment des box-to-box, mais moins, il va moins dans le dernier tiers du jeu. Latéral, voilà. C'est vrai. Et du coup, pour moi, vraiment, Thomasson, c'est le joueur qui, quand il est là, tu vois, notre Strasbourg. Je crois qu'il est encore blessé 2 matchs, là. Donc du coup, pour moi, ça a joué avec eux, surtout sur ce point-là, sur la récupération de Thomasson. Et sinon, oui, je vois les autres équipes, hormis Lens, je ne les vois pas aller chercher la 5e place. Tu vois, tu dis hormis Lens, mais moi, je vois plus peut-être Strasbourg résister à Lens, parce que Lens aussi, calendrier chaud, hein, comme tout le monde. Mais je vois... Allez, Lille peut-être passer devant, mais là je crois que Botman est blessé, je sais pas si c'est longtemps, tu vois, mais bon, faut faire attention à ça aussi. Mais moi franchement, je vois Monaco, Lille passer devant Strasbourg.
Mais Lens, voilà, ça va se battre. Ça va se battre hein, avec Lyon et tout. Mais voilà, je vois pas Lens en Europe. Le festival offensif qu'on connaît, le jeu, franchement, je pense que ça s'est un peu étouffé. Ça gagne plus à l'arrache. Et puis bon, voilà, l'effectif, il est Un peu court. un peu court. Un peu court parce que ça a fait des gros rushs depuis le début de saison, tu vois. Donc là, ça s'essouffle un peu. Et puis les calendriers sont chauds. Et puis Lille, Lille, Monaco, même Lyon qui est un peu loin, mais Lille, Monaco, Nice, Rennes, Marseille, c'est plus solide. Tu voulais me parler d'Arsenal. Du coup, Arsenal, je pense qu'il faut qu'on parle d'Arsenal, puisqu'on retrouve notre Arsenal d'antan qui, voilà, voilà, en tant que grand fan de Thierry Henry, on a toujours un petit cœur à Arsenal. Donc, Arsenal, c'est vraiment un jeu qui est huilé. Arteta, moi, j'avais pas confiance en début de saison, ou bien malgré les titres de l'année dernière, mais j'aimais pas le jeu, j'aimais pas les choix, j'aimais pas le traitement infligé à la Casette ou bien au Aubameyang après, tu vois. Alors que, mais franchement, aujourd'hui, il a trouvé quelque chose. Voilà, il m'a fait mentir. Hein. Le jeu d'Arsenal en une touche, court dans les petits espaces, assez technique, des déplacements, ils sont extrêmement mobiles. Ça joue sur les côtés, ça centre. C'est libre souvent dans la surface, ça se projette. Il y a de nombreux joueurs dans les 16 mètres lors des dernières passes. Et puis, je trouve qu'ils sont spontanés. Moi, je trouve aussi qu'ils jouent beaucoup mieux depuis que Partey est en forme aussi. Partey, c'est très fort en ce moment. C'est une grosse clé, puisque depuis Alexander Song, ils avaient plus de 6 en défense. Enfin, Xhaka, pour moi, c'est pas... Ouais, Xhaka, pour moi, c'est pas... Moi, je suis pas fan. C'est pas mon joueur. C'est pas mon joueur. Je trouve, bon, il a une bonne qualité transversale, etc. Mais Partey, vraiment, quand tu vois solide, la différence, ça se projette, il est solide, il peut se projeter, il récupère des ballons, etc. Énormément de ballons, ça gagne des duels. Il gagne beaucoup de duels. Donc, du coup, d'avoir Partey, ça change aussi l'équipe. Oui, on est dans les bois, donc, tu vois, c'est comme ça. J'allais criquer avec nous, là, tu as un petit hanneton avec toi au calme. Un petit papier. Ouais, mais du coup, Partey, pour moi, c'est le joueur qui fait beaucoup de différence, mais... Il fait du bien. Pour dire que, voilà, c'est le retour d'Arsenal, etc. Non, peut-être pas le retour d'Arsenal. Il manque encore un défenseur. Dans le Big Four, moi, ouais, j'y crois. Et en plus, on voit, ils sont à 5 points de Chelsea. Tu vois, Arsenal, c'est 17 victoires comme Chelsea. Il y a 5 points d'avance. Et Arsenal, c'est 8 défaites et 3 nuls. Tandis que Chelsea fait 8 nuls et 3 défaites, ça fait 5 points. Tu vois, donc c'est quand même sérieux, c'est devant United, tu vois. Donc je pense que franchement, les jeunes, là, Smith Rowe, il a eu ses temps forts. Et là, maintenant, c'est Martinelli qui est titulaire et ça tape fort. Il est bon, hein, Martinelli. Non, franchement, ça cadre toujours impeccable. Et la Casette, il a quelques buts, je crois, 7 buts, pas beaucoup, 6 buts. Mais c'est le meilleur passeur d'Arsenal. Et c'est l'attaquant. Il joue très bien depuis qu'il est. C'est beaucoup de petites déviations, tu vois. En fait, son jeu de base à la Casette, mais là, dans la configuration, dans l'animation telle qu'elle est, il est parfait. Il n'a pas besoin d'être le buteur, le mec qui met de la présence forcément dans la surface. Et il s'y plaît. Je pense que Arteta a peut-être voulu lui faire prendre conscience de ça quand il mettait sur le banc les saisons précédentes. Mais là, tu vois, finalement, quand il est revenu au premier plan, il récupère le brassard, tout ça, et je pense que ça fait partie... C'est important pour ce type de joueur. Et puis, tu as vu, c'est un peu le grand frère aussi là-bas. Donc, il s'éclate. Pour moi, je pense que pour qu'Arsenal, en tout cas, puisse être... aller même titiller Chelsea. Ouais. Peut-être si la saison prochaine, s'ils prennent un défenseur encore. Parce que Ben White, ça ne me convient pas. Et je trouve que... c'est solide en ce moment. C'est solide, mais... Ouais, tu vois, peut-être pour passer le cap Liverpool. Passer le cap Liverpool, City, Chelsea. Ouais. Il faut un gros défenseur. Il faut un gros défenseur. À Liverpool, t'as Van Dijk, à City, t'as Rudiger qui est parmi les meilleurs du monde. Et Arsenal, vraiment, t'as une bonne défense, mais t'as surtout un bon gardien. Moi, je pense que c'est vrai. Et le gardien, il brille. Très fort. Il brille. Il brille, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais moi, je pense que c'est vraiment sur les côtés. Il y a Tomiyasu qui est blessé. Je pense que sur les côtés, bon, il a bien démarré, mais... Tomiyasu aussi. Voilà, tu vois, je pense que c'est léger aussi. Tu vois, mais c'est les latéraux pour moi qui me dérangent. Suarez, enfin, tu vois, c'est un peu léger. Effectivement, défensivement, tu vois, c'est un peu léger, mais...
Voilà. Je pense que, bon, franchement, avec peut-être de bons recrutements, mais bon, ouais, comme tu dis, premier plan pour le titre, peut-être pas encore, mais pour bien embêter pour les deuxième, troisième et quatrième places, je pense qu'ils seront de la partie encore parce que c'est des jeunes joueurs, mais comme tu dis, il manque encore un peu de stabilité défensive. Je pense qu'il leur manque un milieu qui est capable d'être justement dans le côté box-to-box avec Partey, mais qui va apporter autre chose que ce que chacun apporte. Et un défenseur derrière, ou plusieurs. Et pourquoi pas un Wilou Saliba en patron? Puisqu'il doit y retourner. Il doit y retourner. Donc oui, Saliba de ce niveau de saison, ouais, pourquoi pas. Mais pour moi, pour qu'il puisse les titiller les trois de devant, les deux, ils sont vraiment encore au-dessus. Je pense qu'il faudrait faire un projet un peu plus long pour aller au niveau de Liverpool City. Ouais, 3 ans. Mais déjà, Chelsea, c'est pas inatteignable, mais pas en l'état. Et du coup, on parlait des deux de devant, Liverpool et City. Ouais. Et enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, ce sont les deux meilleures équipes d'Europe. Oui. Donc, avec le déclin du Barça et du Real, c'est un peu plus facile aussi. Et je dirais ça même parce que le Bayern, on voit que ça fait beaucoup de nuls, beaucoup de défaites, beaucoup de matchs à l'arraché, même si là, ils ont gagné par quelques buts d'écart ce week-end. Ouais. Du coup, est-ce que tu penses que justement, les deux devant qui vont se disputer le titre en Angleterre vont encore se disputer le titre en Champions League? Je pense qu'il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances parce que je crois que les tableaux font que qui se rencontrent en finale s'ils gagnent chaque étape. Et je pense que c'est vraiment ce sont les deux meilleures équipes d'Europe, les deux meilleurs entraîneurs d'Europe, et ils ont construit quelque chose. Pour moi, ce qui fait aussi leur réussite, c'est que ce sont deux clubs qui, à l'inverse pour le coup du Paris Saint-Germain, qui ont basé leur stratégie sur un coach et de croire en sa philosophie. Tout à fait. Et on voit au Paris Saint-Germain, par exemple, pour faire la comparaison, quand tu as une équipe qui est basée sur on va recruter par opportunité et par profil, on voit la différence. Tu parlais de Luis Diaz, c'est clairement le profil qui fait que Liverpool va le prendre parce que c'est un joueur combatif, c'est un joueur qui va d'une surface à l'autre, qui se déplace, qui rentre dans le cadre de Liverpool et qui apporte le surnombre. Et il arrive, il joue direct et tu as l'impression qu'il joue depuis 10 ans parce que c'est pensé. Et à City, c'est pareil. Voilà. Je pense que Liverpool va finir champion pour me mouiller. Ouais. Parce que je trouve que pour le coup, Liverpool, ils sont plus constants que City. Et aussi parce que, comme tu sais, j'aime pas les gens qui jouent sans neuf, mais quand Liverpool joue avec Mané devant, c'est compensé par le fait que Salah est extrêmement axial, etc. Et contrairement à City, où j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de matchs où ils peuvent avoir une grosse assise sur la défense adverse, mais très peu d'occasions. Ça tourne autour du pot. Ça tourne un peu autour. On peut avoir un tir et essayer de marquer sur un deuxième ballon ou bien sur des centres un peu dans le dos, les centres fuyants, tu vois, que le gardien ne peut pas aller prendre et tout. Mais je pense que ça peut plus facilement leur coûter des points que Liverpool, qui vraiment est l'équipe que tu peux te dire ils vont marquer. Tu vois. Mine de rien, ça joue très bien City, mais c'est très stéréotypé, c'est vrai. Comme je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, ça manque de changement. Ça fait la différence sur des éclats individuels beaucoup, même si, comme tu dis, ça a énormément de possession de balles, mais c'est pas tranchant. On a connu un City plus tranchant, plus tueur, des 4-0, ça arrive, ça t'étrangle et ça te prend à la gorge. Mais là, c'est vrai que c'est moins flamboyant. Et l'autre truc que je reproche aussi à Guardiola, c'est d'insister un peu sur le Grealish à gauche, où des fois, justement, quand tu... que ça parle. Si ça fait le buzz là, ah merde. Souvent tu arrives avec Grealish, mais du fait qu'il joue extrêmement arrêté, ça ralentit le jeu et ça rajoute le côté justement stéréotypé. Crochet extérieur, je reviens dans l'axe. Exactement. Et son jeu, c'est que ça, il change tout le temps. Et ce qui fera la différence en fait pour moi avec Liverpool, qui est beaucoup plus dangereux de beaucoup de manières différentes. En fait,
et qui installe plus de danger, je trouve, que City, qui sur certains matchs, sur certaines rencontres, s'ils tombent sur des défenses bien repliées, sur des défenses qui réussissent à pas trop se faire avoir par le contre-pressing qu'ils imposent et qui laissent de l'espace après, on peut réussir à fermer le match plus facilement sur City que sur Liverpool. Moi, j'aurais préféré voir jouer... Bon, après, c'est vrai que Mahrez est exceptionnel cette saison, mais moi, je préfère voir jouer Foden à gauche. Donc, pour moi, le match décisif, c'est le match du 10 avril, mais le reste de la Première Ligue, ils vont bouffer ça. Même, tu vois, voilà, il y a eu quelques matchs difficiles, quelques matchs pièges, comme je pense le Crystal Palace de Patrick Vieira. Ils ont pris un moment où, tu vois, ça tournait bien. Donc, c'est un match compliqué pour City, mais je pense que, voilà, là, l'écart de points a fondu. On rentre dans les échéances. On parlait de Liverpool, mais quelques mots sur Mohamed Salah, qui est encore meilleur buteur du championnat. Et en fait, j'avais ce débat-là avec JP, qui n'est pas là malheureusement, parce que, bon, il ne peut pas être là. Bisous à toi. Mais Mohamed Salah, on se disait que c'était le meilleur joueur du monde actuellement. Et je me disais, est-ce que tu étais d'accord ou pas avec cette affirmation? Moi, je te dirais, petit clin d'œil à JP. Comportement. Voyons. Non, t'es pas d'accord. Là, en ce moment, non. Mohamed Salah, c'est un excellent joueur. On le voit aujourd'hui. C'est juste qu'il a un peu un manque de réussite. Hein, tu vois, je pense qu'un petit peu le coup qu'il a reçu à la CAN, la finale perdue, ça joue un peu dans son moral. On voit qu'il se crée énormément de possibilités. Il est extrêmement dangereux, mais il ne score pas en ce moment. Tu vois, à part le penalty qu'il a mis, pas ce match-là, mais le match d'avant. Donc là, on voit Luis Diaz scorer, Rota scorer, Firmino a scoré là, avec Rota, ce match ce week-end, tu vois. Donc voilà, donc je pense pas que ça soit le meilleur joueur du monde actuellement. C'est des joueurs, tu sais, quand ils touchent le ballon, ils vont avoir des occasions. Si collectivement des occasions n'arriveront pas à eux, ils vont créer des occasions. Il se passera quelque chose. Et pour moi, c'est pour ça que je mettrais ça là en 1. Mais qui tu dirais est le meilleur joueur du monde si c'est pas ça là? Actuellement là, franchement, j'ai envie de dire Kylian Mbappé parce que franchement on voit que c'est quand même tu vois, enfin voilà, tu peux pas être fâché avec tu peux pas être fâché. Après sinon, bon, par rapport à ce qu'il fait aussi Karim Benzema, même si c'est dans un autre registre, je trouve quand même que Kylian Mbappé, je pense que quand même Mbappé dans un, tu vois, mais Karim Benzema, intelligence de jeu, finition, enfin ce qui fait Gloria. Après franchement moi j'ai toujours mon petit kiff Lewandowski depuis 2020 aussi, donc tu vois, c'est juste qu'en ce moment, voilà, c'est moins flamboyant que Benzema ou Mbappé, comme on a vu ces dernières semaines. Mais là, il s'implante un doublé ce week-end, c'est toujours ultra efficace. Non, moi, franchement, je pense que là, devant ça, là, quand même, je mets Robert. Robert? Ouais. Ok. Mais pour le coup, non, je suis pas fâché. Ouais, on va demander aux auditeurs et aux visionneurs ce qu'ils en pensent. Donnez-nous votre avis. Est-ce que ça, là, pour vous, il est top 1 dans le football mondial aujourd'hui? Est-ce que c'est le meilleur? On va passer à la petite rubrique Local Guada. Let's go. Local Guada. Donc du coup, Local Guada. La question que j'allais te poser, c'est que Didier Deschamps a dévoilé sa liste cette semaine. Et au niveau Local Guada, justement, notre ami n'est pas dedans. Mais en même temps, il est blessé, c'est normal. Ouais. Mais moi, la question que je me posais, est-ce que c'était pas un peu la petite dernière, le dernier petit clou qui ferme son cercueil pour le mondial? Bon, déjà, comme tu dis, il y a la forme physique qui ne joue pas en sa faveur. Après, moi, je pense qu'il a un peu plus joué cette saison avec l'Atlético. Oui. Il a fait champion l'année dernière. C'est pas négligeable de faire champion avec l'Atlético. Ça aussi, la situation au club fait que Didier Deschamps, voilà, il fait ses choix. Et tu as des gars qui brillent quand même, hein, parce que je crois que Thomas, quand on le sélectionne, c'est parmi les attaquants. La dernière sélection qu'il a, je crois que c'est parmi les attaquants, mais ça a vérifié. Tu vois, donc là, t'as Kunku, Diaby. Moi, je pense que c'est mérité en ce moment-là. Ben Yedder. Et justement, toi, tu ne penses pas que ça tue ses chances pour le mondial? Franchement, si Christopher Nkunku continue comme il a bien commencé là, ça va être compliqué pour Thomas, je pense. Parce que là, cette fois-ci, il sélectionne que 5 milieux Deschamps. Ouais, t'as vu, j'ai vu ça exactement. C'est quoi? C'est Guendouzi, c'est Tchouaméni, c'est Kanté, c'est Pogba, et puis c'est Rabiot.
Et Rabiot, ouais. Voilà, ils sont à 5. Ils sont à 5 milieux. Tu vois, donc c'est ouais, très très con. Tu vois, t'as pas de Tolisso, tu vois, c'est tout. Et je pense que ça peut être compliqué, sachant que tu vois, il n'y a pas Ousmane Dembélé. T'as vu ce qu'il fait en ce moment avec le Barça? Tu vois, ça limite des places. Hein. Je pense que Thomas, ça va être compliqué pour le mondial. C'est vrai, mais il y a du temps et on espère que voilà. Bien sûr. Ils sont encore en lice en Ligue des Champions qui va revenir vite. Parce que là, j'ai regardé, ça fait 3 rassemblements qu'il n'a pas été appelé. Ouais, quand même. Ça fait 3 rassemblements qu'il n'a pas été appelé. Là, en comptant celui-là, celui de mars. Ouais. Et il reste encore en juin la Ligue des Nations et en septembre. Et après, il y aura encore peut-être un autre rassemblement avant la Coupe du Monde. Mais en tout cas, pour le moment, le calendrier, c'est ça. Et du coup, s'il fait une liste de 30, il sera dedans, ça c'est clair. Mais en l'état, et tu viens de parler d'Ousmane Dembélé, des joueurs qui... Voilà, et ça... S'il le comptait le prendre en attaquant, donc du coup, c'est ça compliqué. Mais je pense plus qu'il y aura 6 milieux. Je viens en vacances en Guadeloupe cet été, c'est boire de l'eau coco, manger zian, mais essayer de faire un petit coup Guada training performance ou bien, tu vois, à la plage de la Dacha. On fait un petit salut, une petite dédicace. Hein. On est dans la rubrique locale, tu vois, même Loïc Nuro que j'ai vu récemment au journal de Guadeloupe Première. Donc, grosse dédicace, Big Force, continue dans ce que vous faites. On va finir. Je vais te quizer un peu là. On va voir si t'es bon. Du coup, je sais que celle-ci, tu l'as. Milik, combien de buts en Ligue 1 avec aujourd'hui 7. 7, c'est bon. Ouais. Qui est meilleur dribbleur de Ligue 1? Aïe, aïe, aïe. Attends. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il me fait là? Attends. Le meilleur dribbleur de Ligue 1. Lucas Paqueta. Non, Mbappé. Ok, putain, 3,3 dribbles par match. Merde. Mais bien vu. J'ai hésité, hein. Mais je me suis dit, il y a un piège. Je t'en mets une dernière. Combien de buts le PSG a encaissé? Alors, but encaissé, ça je sais, 59 buts marqués. Et but encaissé, 26. Ah, t'es bon. 27. En première ligue, quel est le joueur qui obtient le plus de pénalty? Faute subie? Penalty créé, obtenu. Penalty créé, obtenu, je dirais... Oh là là... Sadio Mané. Alexandre Lacazette, 4 penalty, obtenu. Joli Lacazette, joli tempo. Et je te fais rapidement, comme on va couper, Thomas Lemar, combien de sélections? Putain, est-ce le destin? Non, il y a plus quand même. J'allais dire... Non, Thomas Lemar, il y a plus quand même. Je pense que Thomas Lemar, il y a 33 sélections. C'était ça. C'est putain, frère. J'ai regardé, je me suis dit, c'est le destin, bro. J'ai pas écouté mon instinct. Les gars. C'était ça, 27. Frère, écoute-moi. Non, boucle. Mais t'étais bon. J'ai vu que tu étais prêt. Non, on va boucler, mais en tout cas, pour une première, c'était pas mal. Et rendez-vous le lundi, les gars. Ça parle de foot, on est là. Que ça parle. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Il y a le foot aussi. Tout à fait.